enregistre, mais il ne me dit pas du tout dans quel endroit il le met. J'espère que c'est un endroit où il y a de la place, et j'espère qu'on peut le trouver à la fin. Alors, comme je vous ai dit, je ne parlerai plus jamais de dénombrabilité. J'ai fait la promesse. La seule chose que je vous demande, c'est que j'ai encore le droit de dire dénombrable ou indénombrable parfois. Parce que sinon, on a vraiment fait ça pour rien. Donc, au moins, on garde la notion de est-ce que c'est dénombrable ou est-ce que ce n'est pas dénombrable. Et vous allez voir qu'en fait, avec ça, ça va nous suffire à montrer le fait qu'il y a des choses qui ne sont pas calculables. Donc là, maintenant, je vais faire l'introduction de cette partie du cours. Donc, vous vous rappelez, il y a 3 parties dans le cours. Indénombrable, incalculable, indémontrable. Je ne sais plus si je l'avais numéroté A, mais non, sûrement. Ouais. Donc A, c'était indénombrable, c'est fini. Ça c'est fini dans les larmes, mais ça c'est fini. Petit b, du coup, on passe à indécidable. En fait, ça veut dire incalculable. Vous allez voir, dans l'introduction, je vais justement dire pourquoi calculer, j'appelle ça décider. En fait, d'ailleurs, vous pouvez de suite le voir, décider, ça veut dire décider si oui ou non. C'est binaire. Et calculer, je vais le ramener à décider. À pas calculer de façon générale, juste parce que quand on calcule, en général, c'est pas pour savoir oui ou non, c'est pour faire des calculs, pour avoir un résultat. Je vais ramener ça à juste décider si oui ou non. Donc, indécidable, c'est la partie incalculable. Et c'est celle-là qu'on attaque maintenant. Je vais faire l'intro à ça, notamment, je vais expliquer un peu ce qu'on veut dire par calculer et comment on peut ramener calculer à décider. C'est quand même important. Et le C, on le fera à la fin du cours, on a dit c'est indémontrable. Indémontrable. Ça, je pense que tout le monde a bien en tête ce que ça veut dire. C'est un peu sur ça que j'ai ouvert le module. Donc, on passe à la partie grand B. Indécidable. J'ai envie de dire incalculable. Parce que je trouve que c'est plus parlant pour commencer sur le terme calculable. OK. Alors. Les questions qu'on va poursuivre dans cette partie. Il y en a principalement 2. C'est des questions que j'appellerai fondamentales. J'espère que vous êtes d'accord sur le fait qu'elles sont fondamentales. En tout cas, je les énonce. La première, c'est que peut-on calculer? Question très générale. Que peut-on calculer? Ce qu'on appelle immédiatement une deuxième. Si on veut répondre à la première, il va falloir à un moment donné qu'on définisse qu'est-ce qu'un calcul. Alors, sur la première, ce qu'on remarque immédiatement, c'est qu'en fait, il y a un gros sous-entendu dans cette question, qui est le fait qu'on sous-entend, quand je pose la question « que peut-on calculer ?», je sous-entends que peut-être on ne peut pas tout calculer. Si on peut tout calculer, bon, mais la question est peut-être moins intéressante. Non, tant qu'on ne sait pas. Elle est intéressante si on envisage que peut-être on ne peut pas tout calculer. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce qu'on peut calculer et qu'est-ce qu'on ne peut pas calculer. Et déjà, peut-être on veut savoir est-ce qu'on peut tout calculer, oui ou non. Bon. Donc ça, il y a un sous-entendu, c'est le fait que j'envisage, en posant cette question, j'envisage que peut-être on ne peut pas tout calculer. Et ça, c'est un peu, si vous n'avez pas rabattu les oreilles avec ça depuis un mois, c'est peut-être un peu surprenant. D'accord?
on ne peut pas tout calculer, gros point d'interrogation. C'est un peu surprenant parce qu'a priori, on pourrait s'attendre à ce qu'on peut tout calculer, il suffit de s'y prendre comme il faut. Bon, en fait, non. Malheureusement, il y a des trucs, et on va montrer ça, c'est ça la force des théorèmes qu'on aborde dans ce cours, c'est qu'il y a des choses, il faut vous y prendre comme vous voulez, il n'y a pas de comme il faut, il y a des choses qu'on ne peut pas calculer. Et comme je vous ai dit, ce qui est intéressant là, c'est qu'en plus, on ne va pas seulement dire il en existe des choses qu'on ne peut pas calculer. Comme on dira avec Gödel, il existe des choses qu'on ne peut pas démontrer. Là, les choses qu'on ne peut pas calculer, on va les exhiber. Et elles sont d'une simplicité qui fait peur. C'est-à-dire que ça veut dire que vous pouvez demain tomber sur un truc que vous ne pouvez pas calculer. Dans le contexte qui vous intéresse de faire votre application qui optimise tel truc pour telle compagnie. Oui, parce que jusqu'à maintenant, vos camarades m'ont fait remarquer, j'avais parlé surtout aux matheux, c'est fini. Maintenant, ce que je veux, c'est développer des applications pour une compagnie. Okay, je ne parle plus qu'aux informaticiens. Les matheux, vous pouvez rester, pas de problème. Mais je change un peu d'optique. Ok, donc du coup, si on veut dire qu'est-ce qu'on peut calculer, il va falloir quand même à un moment donné qu'on définisse qu'est-ce qu'un calcul. Et en vrai, ce n'est pas vraiment un calcul qui m'intéresse, moi. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la méthode de calcul. Qu'est-ce qu'une méthode de calcul? Je vais faire la différence entre la méthode de calcul et le calcul. Comment je vais formuler ça? Ou plutôt, qu'est-ce qu'une méthode? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la méthode. En fait, comme je vais le dire tout après, je fais la différence entre la méthode pour calculer et une exécution particulière de cette méthode sur une entrée donnée. Et c'est ça que j'appelle le calcul. C'est le déroulement de la méthode sur un carré. Par exemple, je ne sais pas, j'ai une méthode pour calculer le carré. Je vais vous expliquer comment calculer le carré d'un nombre. Ça, c'est la méthode. Et le calcul, c'est quand je calcule le carré de 3, ben, je déroule la méthode sur l'entrée 3. C'est ça que j'appelle le calcul pour l'instance 3. Ok, donc là, ce que je fais, c'est je fais une distinction entre, je vais y revenir un petit peu après, mais pas beaucoup plus, distinction entre méthode de calcul et exécution du calcul. Méthode de calcul, la méthode, distinction entre ça et l'exécution de la méthode sur un cas. Exécution de la méthode sur un cas précis. De la méthode sur un cas précis. Et c'est ça que j'appelle un calcul. C'est l'exécution de la méthode sur un cas précis. Donc, il y a la méthode et il y a son exécution. C'est l'exécution que j'appelle le calcul. En général, un cas précis, je ne vais plus utiliser souvent le vocabulaire, je vais très vite revenir à une instance. Une instance d'un problème, c'est son entrée. C'est le truc sur lequel on va calculer. C'est l'entrée qui est fournie au problème. Et ça, j'appellerai ça maintenant une instance. Donc, exemple, pour le problème du calcul du carré, une instance possible, c'est 3, ou alors c'est 2, ou alors c'est 7. Et je calcule le carré de 3, ou le carré de 2, ou le carré de 7. Donc, à distance, j'espère que c'est bon pour le son, hein, sinon vous criez. Quand je dis vous, je parle surtout, mais je parle peut-être plus à personne en fait. Ah non, ouais. Même Salah Eddin, il a lâché. Bon, c'est pas grave, je le garde actif. Comme ça nous fera l'enregistrement et puis peut-être qu'il y en a qui reviendront. Donc, faites jouer vos contacts, appelez les gens à distance pour leur dire que c'est super ce qui se passe. Il a arrêté de parler de dénombrabilité, il est devenu raisonnable et maintenant c'est beaucoup mieux. Ok, et en fait, je devrais rapidement ajouter un truc. Et tout ce qu'on va faire va tourner beaucoup autour de ça. Quand je dis on aura besoin de définir qu'est-ce qu'une méthode de calcul, je pourrais rajouter de suite qu'est-ce qu'une méthode de calcul effective.
Et ça va avoir une grande importance pour moi. OK. Mais allons-y, commençons par ça. Qu'est-ce qu'une méthode de calcul effective? Qu'est-ce que ça veut dire effectif? Jamais je donnerai de définition formelle de effectif. Donc là, je vais un petit peu gesticuler, mais je ne ferai jamais vraiment mieux. Il se trouve que personne ne prétend pouvoir définir complètement ce qu'on entend par une méthode effective. Il y a plusieurs définitions. Je ne sais pas si ça je vous l'ai déjà dit, mais en informatique, en mathématiques, ça n'existe même pas. Mais en informatique, c'est souvent que soit il y a des trucs qui ne sont pas définis de façon formelle, on définit intuitivement ce qu'on veut dire par là, soit on donne plusieurs définitions formelles. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est quand il n'y a pas de définition. Un truc qui n'a pas de définition, soit on fait en disant oui, je veux dire ça, soit on donne, dit ok, définition formelle, voilà, une première définition formelle, deuxième définition formelle, oui, mais en fait, c'est qu'il y a plusieurs façons de définir, c'est pareil que de dire qu'on n'a pas de bonne façon de définir, qu'on n'a pas de vraie définition. Donc là, on est dans ce truc-là. Il y a une définition intuitive que je vais essayer de vous faire passer, ce qu'on cherche à capturer, et il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs façons de le capturer. Par les machines de Turing, celles dont on va parler, par le lambda calcul, par la théorie des fonctions récursivement énumérables. Okay. Et il y en a d'autres. Et en fait, toutes sont équivalentes. Donc il y a plusieurs façons de, quand même, de le définir, mais on s'est montré que c'est équivalent. Par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est de façon générale, qu'est-ce que c'est une méthode effective? Je ne sais pas le dire. J'ai plusieurs exemples à vous donner, et il se trouve que ça tombe bien parce que ces exemples, ils sont équivalents. Mais voilà. Donc, ce que je voudrais dire, moi, par effective, c'est une méthode qui effectue vraiment le calcul. Méthode qui effectue vraiment le calcul, qui le décompose. Pardon. Vraiment le calcul, c'est-à-dire qui le décompose en des opérations élémentaires. Et vraiment élémentaires, qui le décompose en des opérations vraiment élémentaires. Donc, ce qui effectue vraiment, c'est vraiment. Et ça, ce qui est important, c'est que c'est des opérations élémentaires. Exemple d'opération élémentaire, ajouter 1 à un entier. Là, je vois ce que ça veut dire. Exemple d'opération pas élémentaire, trouver un 0 de la fonction zeta dans la quatrième décimale est égal à son rang dans une énumération lexicographique des zéros de la fonction zeta écrit en exclusion décimale. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose que je viens de dire, mais vous sentez bien que ce n'est pas élémentaire. Déjà, il faudrait arriver à connaître les zéros de la fonction zeta. Je crois que c'est pas si simple que ça. Donc, élémentaire, ça veut dire quoi? Élémentaire, du coup, si j'essaye de capturer ça, ça veut dire, on peut le dire de deux façons. On peut le dire, c'est un peu bête, ajouter 1 à un entier. Bête et mécanique, pas méchant, mais mécanique. Okay. Ajouter 1 à un entier, c'est vraiment mécanique, pas besoin de réfléchir pour faire cette opération. Donc moi, je veux décomposer mon calcul en des opérations élémentaires où je n'ai pas besoin de réfléchir, où je suis la recette. D'accord? Exactement comme je vous ai dit, les preuves, moi, je sais les vérifier, qu'elles sont correctes, sans les comprendre. Là, je ne veux pas comprendre le calcul, je ne veux pas réfléchir, je veux suivre. Ajoute 1, ok, j'ajoute 1, divise par 2, je divise par 2, ça, je sais faire. Du coup, il y a deux choses, il y a deux conséquences à ça.
on peut dire, c'est que justement, comme je dis, ce que je veux dire par bête, je veux dire qu'on peut faire sans réfléchir. Les opérations, je parle des opérations. Opération qu'on peut faire sans réfléchir, sans traitement compliqué. Opération élémentaire, qu'on peut faire sans réfléchir. Okay. Et aussi, une autre conséquence, c'est qu'en fait, opération qu'on peut implémenter de façon mécanique. C'est-à-dire, on peut les faire sans réfléchir, ou opération qui pourrait être fait par une machine à notre place. C'est ça, pas réfléchir. Hein. L'option de ne pas réfléchir, c'est une machine. Un petit peu remis en cause de nos jours avec ce qu'on s'aperçoit que les machines peuvent faire, la frontière devient moins claire, mais pas tellement, parce que même l'intelligence artificielle, les machines ne réfléchissent pas quand même, pour l'instant. Elles montrent que sans réfléchir, on peut faire des trucs aussi bien ou mieux que nous en réfléchissant. Là encore, c'est un méta. Question qui pourrait être, opération qui pourrait être effectuée par des machines à notre place. Par des machines à notre place. Par une machine à notre place. Okay. Donc là, on voit immédiatement pointer le problème que je disais tout à l'heure. Problème, notion de méthode de calcul effectif. En général, en fait, on dit que c'est le calcul effectif. Méthode de calcul effectif ou effective. Moi, j'ai envie de dire effective, mais non. C'est effective. Méthode de calcul effective n'est pas formalisée. Cette notion, elle n'est pas formalisée. En tout cas, telle que je viens de l'exposer. Méthode de calcul effective, cette notion, elle n'est pas bien formalisée. Souvent, j'appellerais ça MCE, méthode de calcul effective. Souvent, des fois. Ben, c'est ce qu'il a fait Turing en 1936. Il a défini, il a fait une formalisation de ce qu'est pour lui une méthode de calcul effectif. Et ce qu'il a poursuivi, c'est exactement ces deux buts-là. Il a essayé de formaliser ce que nous, on faisait dans notre tête quand on fait un calcul. Et il a essayé de le formaliser avec l'objectif de simplicité extrême. Donc la machine de Turing, vous allez voir, c'est un objet très simple, très bas niveau, très basique. Ce qui est beau, c'est que ça fait tout ce qu'on sait faire, par des ordinateurs, par des supercalculateurs, par des ordinateurs quantiques. Donc son but, c'était ça, c'était de formaliser la notion de calcul telle que nous, on la faisait en tête quand on suit une méthode. Que nous, on sait suivre des méthodes. Si vous me donnez une méthode pour développer un polynôme en maths, c'est bon, je sais le faire. Je développe un terme multiplié par un terme multiplié par un terme, je regroupe les termes de même degré, nanana. C'est un truc là, c'est un truc que je peux faire sans réfléchir. Pas besoin d'être un génie pour développer le produit de deux polynômes. Il y a une méthode pour faire ça. Donc lui, il a essayé de formaliser ça de façon très générale, pas pour les polynômes, hein, de façon très générale. Pour qu'est-ce qu'on fait quand on fait un calcul. Et derrière, il y avait aussi l'idée qu'en formalisant de façon extrêmement simplifiée, jusqu'au maximum de la simplification, ce qu'on fait nous dans notre tête quand on suit une méthode, il y avait l'idée que si c'était bien formalisé, ce n'était pas nous qui avons à le faire. La machine peut le faire à notre place. Si j'ai bien formalisé la méthode, ensuite, je peux construire une machine qui fait les étapes parce que les étapes, elles sont bêtes. Une machine, je ne vois pas comment je peux lui demander de réfléchir, mais je vois comment je peux lui demander de faire des trucs bêtes. De prendre un truc et de le mettre là. De prendre un autre truc, de le mettre là. Ça, c'est faire la machine. Okay. Donc, c'est ça le but.
formaliser ce qui se passe dans notre tête avec l'arrière-pensée de si je le simplifie à l'extrême, je peux demander à une machine de le faire à ma place. Vous avez peut-être vu le film sur Turing qui est sorti il y a quelques années. Comment il s'appelle déjà? Mais je ne sais pas si c'est le même. Il n'avait pas sorti deux de films. Non, je ne me rappelle pas du film. Alors non, c'est peut-être ça. Non, mais il y en a sorti deux, je crois. Il y en a un qui est sorti sur la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est celui-là? Ah, ok, bon, alors c'est ça. C'est juste que je ne me rappelle pas du tout. Donc, dans ce film, en fait, il est montré comment cette organisation mécanique a été utilisée pour casser les codes secrets des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils s'envoyaient des messages codés avec des codes, avec une méthode de codage qui était considérée comme incassable, parce que si on n'a pas la clé, c'est basé sur une clé, sur un truc secret qu'on partage, si on n'a pas la clé, c'est impossible à décoder normalement. Par exemple, la clé, typiquement, si vous devez faire une méthode de codage, est-ce que vous savez qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Dans les méthodes de codage. Voilà, je vais faire encore une digression de ça. La méthode de codage la plus facile, quand on est petit, on veut s'envoyer des messages codés. Qu'est-ce qu'on fait? On décale les lettres. Vous faites +3 à toutes les lettres de l'alphabet, de façon circulaire, pour que le Z, le Y et le X décalent un codage. D'accord? Donc X va devenir A, Y va devenir B, Z va devenir C, A devient D, etc. Okay? Vous faites un décalage comme ça. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon parce qu'avec une machine, ça se casse très simplement. Il y a 25 décalages possibles. S'il y en a un qui ne sert à rien, si vous décalez 26 pour retomber sur vos pas. Il y a 25 décalages possibles. Vous avez qu'à les essayer tous. Okay, donc, il n'y a que 25 possibilités à essayer. Ce n'est pas dur. On se met à 25. Chacun essaye de déchiffrer le message. Moi, avec un décalage de 1, toi avec un décalage de 2, toi avec un décalage de 3, 4, etc. On est 25, paf. En 2 minutes, on tord le code. Les nazis, ils n'ont pas fait ça. Il y a une autre façon de faire, qui est plus maligne, qui est de dire, ouais, là, le problème, c'est qu'il n'y a que 26 codes différents. Donc, évidemment, c'est facile à retrouver. Mais on peut faire un truc mieux, on peut faire une permutation des lettres. Ça veut dire, on décide entre nous, j'ai un petit bout de papier, on marque, en fait, A, c'est F, X, c'est G, etc. Et on fait une permutation complètement anarchique des lettres. Ça, une machine, elle le casse très facilement. Donc, après, on s'envoie les messages comme ça. J'écris la phrase que je veux vous dire. Bonjour, il est 3 heures du matin. Et je traduis. Le B devient machin, le O devient truc, le N devient nain. Et voilà. Et je vous envoie ça. Okay? Pourquoi ça ne marche pas, ça? Ça a l'air bien, ça. Oui? Ouais, exactement. Le problème de faire ça, c'est que ça ne change pas la fréquence d'apparition des lettres. Et chaque langage a sa fréquence d'apparition des lettres. Donc, la première fois qu'on va s'échanger un message, bonjour, il est 3 heures du matin, la personne qui écoute ce qu'on dit, qui intercepte les messages codés, en effet, elle ne pourra rien faire. Mais si elle attend, qu'elle en ramasse plein les messages codés, jusqu'à en avoir une dizaine de pages d'écriture codée, d'accord, c'est pas à quoi ça correspond, une dizaine de pages d'écriture codée, là, c'est bon. Sur une dizaine de pages, vous faites l'analyse fréquentielle des lettres. Donc, il va s'apercevoir, la personne, que la lettre qui revient le plus souvent, c'est X. Et ensuite, c'est G. Et puis après, c'est M, etc. Bon, mais X, c'est E. Parce que dans le français, alors ça marche pas, ça marche si c'est français. En anglais, ils ont leur autre truc. Mais en fait, si vous prenez tout le corpus, l'idée, c'est que si vous faites tout le corpus de ce qui a été écrit dans cette langue, vous faites l'analyse fréquentielle, chaque lettre a son pourcentage d'apparition qui est typique. Donc, je ne sais pas, moi, le E va être à 8,3%, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais un truc comme ça. Et du coup, chaque lettre correspond à un pourcentage dans l'ensemble de tout ce qui a été écrit depuis la nuit des temps dans cette langue. Pas depuis la nuit des temps, parce que les langues ont tellement évolué, il faut prendre peut-être le dernier siècle ou un truc comme ça. Et ça, du coup, c'est typique.
de chaque lettre. Donc, vous faites ça sur une phrase, ça ne marche pas du tout. Sur 2 phrases, ça ne marche pas trop, etc. Mais quand vous commencez à le faire sur 10 pages, sur 20 pages, là, ça commence à bien marcher. Parce que sur 20 pages, statistiquement, justement, ça va marcher. Les fréquences d'apparition des lettres, elles vont commencer à vraiment se rapprocher de la fréquence générale d'apparition dans le langage qui est connue, elle. Et du coup, vous regardez sur 20 pages que vous avez récupérées de code, vous regardez, vous faites la fréquence d'apparition de chacun, c'est exactement la fréquence d'apparition des lettres dans la langue. Et vous n'avez plus qu'à faire la correspondance. Donc, toi, c'est toi, toi, c'est toi, toi, c'est toi. 8,3, c'est toi. 7,5, c'est toi, etc. Okay. Donc, le type qui veut casser le code, il attend, il écoute, il voit que des messages qu'il ne comprend pas. Quand il en a récupéré un beau paquet, il fait l'analyse fréquentielle et bim, il vous sort votre code. Donc, ça ne marche pas, les permutations de lettres. Parce que les permutations de lettres, vous avez compris que c'est impossible de chercher dedans. Les permutations de 26 lettres, il y en a factoriel 26. C'est un truc énorme, d'accord? C'est des milliards, de milliards, de milliards, de milliards. On ne va pas arriver, nous, à toutes les essayer. Ok. Et alors, du coup, ils n'avaient pas fait ça non plus, les nazis. Parce que tous nazis qui sont, ils connaissent quand même des trucs de mathématiques. Donc, ils avaient fait un autre truc. Je ne sais plus exactement ce qu'ils avaient fait. Le truc d'après qui marche, je ne sais pas si c'est la peine que je vous dise, c'est que vous prenez un truc de taille finie qui est justement qui est un décalage. Donc vous prenez, on va le faire très simple, vous prenez un mot de longueur 10 qui contient des plus 1, plus 4, plus machin, jusqu'à 26, jusqu'à 25. Okay. Et ce que vous faites, c'est que vous l'appliquez à votre texte. Ça veut dire que vous mettez votre texte et en dessous, vous mettez ce mot là de longueur 10 qui dit là tu fais plus 3, là tu fais plus 7, là tu fais moins 1, plus 25, etc. 10 fois, seulement 10 fois. Et vous le répétez. Et vous le répétez, ce machin-là. OK. Quand vous le répétez, il y a un truc qui est génial, c'est que l'analyse fréquentielle ne marche plus. Parce que votre E, un coup, il était en 3e position du mot de 10, il s'est fait faire plus 7, et un coup, il était en première position du mot de 10, et quand on est en première position, c'est plus 3 qu'on fait. Donc, le E ne s'envoie pas toujours sur la même lettre. Et du coup, sa fréquence, elle est complètement divisée. En fait, quand vous faites ça, sur des très longs textes, la fréquence d'apparition des lettres, elle est toute la même. Je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Bref, après, il faut faire des méthodes de calcul plus sophistiquées pour arriver à casser les codes. Et c'est ce qu'il avait fait Turing avec sa machine. Il faut faire des méthodes de calcul qui soient à la fois malines et qui essayent plein de possibilités. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est automatiser par une énorme machine toutes les possibilités. D'ailleurs, ça exploite certains trucs. Après, il faut vraiment faire un peu plus malin sur les messages, qu'est-ce qu'ils contiennent, etc. Est-ce qu'on peut deviner une partie? Ça donne des indices et tout ça. Et notamment, ce qui a fait que ça a marché sur les messages des nazis, c'est qu'à la fin, ils se terminaient tous par « Hitler ». Du coup, ils se sont servis de ça, ils l'ont exploité pour réduire l'espace des recherches de ce qu'on recherche dans l'écrit. Donc ça, c'est expliqué dans le film, assez clairement. Au début, il cherche avec sa machine, il cherche dans l'infinité de l'espace, ça ne marche pas, il commence à déprimer. Après, à la fin, il comprend qu'ils se terminent tous pareil, les messages, et bim, il exploite pour réduire l'espace des recherches, et là, ça marche. Donc, de faire par des machines, c'est ça l'idée, c'est d'automatiser et de pouvoir essayer plein de possibilités qu'on ne pourrait pas faire à la main. Donc, c'est ça un peu le but de formaliser ça. Mais avant ça, il y avait d'autres buts. Dupin, lui, il n'a pas fait pour décrypter les messages secrets des nazis. Au départ, il a fait parce qu'il voulait comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Il voulait comprendre qu'est-ce que c'était que suivre une méthode bête. Comment ça se fait? Est-ce qu'il peut, en une formalisation, englober toutes les méthodes mécaniques de cerveau qu'on peut imaginer? Donc, il a proposé une formalisation pour ça, c'est la machine de Turing. Donc, du coup, c'est ça que je voulais vous dire, surtout.
Donc voilà ce qu'on aime faire, nous, c'est formaliser ça. Et bien, Turing, il l'a fait. Il l'a fait, mais ça ne peut pas prétendre. Ça ne peut pas prétendre englober toutes les méthodes effectives de calcul. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire. Mais lui, son but, c'était de les englober toutes. Mais il ne peut pas dire, regardez, j'ai tout englobé parce qu'il n'y a pas de définition de ce machin qu'il faut atteindre. Donc lui, il a juste donné sa définition à lui, et il trouve qu'on ne sait pas faire. Donc, il a fait une formalisation d'une méthode de calcul effectif. Il a fait une formalisation de ça, et c'est par les machines de Turing, par ce qu'on appelle maintenant les machines de Turing. Et ce qu'il a démontré, donc lui, il pense que les machines de Turing, c'est une façon de calculer tout ce qui est calculable. Ça, il ne peut pas le prouver parce que ce n'est pas formellement défini, tout ce qui est calculable. Mais en tout cas, ce qu'il sait, c'est qu'il y a des fonctions bien définies, et ça, il l'a montré, et nous aussi, on va le montrer. Il existe des fonctions bien définies, qui ne sont pas calculables par les machines de Turing. Ils ne sont pas calculables par une MDT, machine de Turing. Et ça, il l'a montré. Et nous aussi, on va le montrer. Voilà, il a fait une chose. Il a formalisé la méthode de calcul effectif d'une certaine façon par les machines de Turing. Il a démontré que cette formalisation, elle ne pouvait pas tout calculer. Le problème, c'est que nous, le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais nous, on aimerait lui faire dire plus à ce résultat. Moi, depuis le début que j'en parle dans le cours, je vous dis, il y a des choses qu'on ne peut pas calculer. Je ne vous dis pas, il y a des choses qu'on ne peut pas calculer par une machine de Turing, mais peut-être on peut les calculer par autre chose. C'est ce qu'il a montré Turing. C'est ce qu'on va montrer nous. On a montré qu'on ne peut pas les calculer par des machines de Turing. Mais peut-être on peut les calculer par autre chose. Là où ça devient intéressant, et il faut absolument que je vous le dise avant qu'on commence, c'est qu'en fait, il y a une thèse qui s'appelle la thèse de Church-Turing, qui date de quelques temps après, je ne sais pas, des années 50, 40, 60, et qui dit que justement, tout ce qui est calculable par cette définition floue de modèle de méthode de calcul effective, c'est exactement ce qui est calculable par machine de Turing. Donc la thèse, elle dit que cette définition formelle, elle capture bien cette définition intuitive. Mais du coup, ça, ce n'est pas démontrable parce que la définition intuitive, elle n'est pas bien formelle. Donc ça, c'est quand même important de savoir. Donc, nous, ce qui nous chagrine, c'est que comment on peut être sûr que la formalisation de MCE, méthode de calcul effective, par des machines de Turing, par le MDT, est la bonne. Comment être sûr que ça, c'est la bonne formalisation? Mais on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'il y en a une qui n'est pas bien formalisée. On ne peut pas, du coup, moi, j'aime bien préciser, dans l'état actuel des connaissances. Parce qu'un jour, peut-être, on trouvera une façon de penser à ça qui explique que oui, c'est la seule façon possible de calculer. Dans l'état actuel des connaissances, on ne peut pas, et le problème qu'on a, c'est que justement, la façon dont on y pense, c'est de vouloir montrer qu'une méthode, une définition bien formalisée est équivalente à une définition qui n'est pas formalisée, et ça, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Mais peut-être un jour, on montrera que si, c'est la seule
méthode de calcul effectif dans le sens où c'est la seule méthode qui blablabla. Okay. De la même façon que R, c'est l'unique, fort, archimédien, complet, ordonné, isomorphisme monotone de corps. Okay. Ça, c'était la définition de R, la deuxième que je connaissais. J'avais dit que je vais pas la donner parce que ça sert à rien. Donc, j'ai réussi à replacer, je suis content. Donc, il y a des façons, quand même, de résoudre peut-être cette question, de montrer que il y a un truc unique qui satisfait certaines conditions. C'est pas le grave, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui ne satisfont pas ces conditions. Mais bon, dans la façon dont on y parle, en tout cas, c'est vain. Bien sûr qu'on ne peut pas démontrer l'équivalence entre un truc pas formalisé et un truc formalisé. Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pardon, ce qui est important de savoir, c'est que ça, c'est érigé au rang de thèse. Et on l'appelle la thèse de Church-Turing. Donc, Church, c'est qui? Qu'est-ce qu'il vient de faire là? La thèse de Church-Turing, c'est que Church, c'est celui qui a fait la théorie, je ne dis pas de bêtises, la théorie du lambda calcul. Donc oui, du lambda calcul. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une formalisation d'un calcul qui est autre que celle des machines de Turing. Et il se trouve qu'on peut démontrer, là, les deux sont définis de façon complètement formelle, on peut démontrer qu'elles sont équivalentes. Mais a priori, elles n'ont rien à voir. Il n'y a vraiment rien à voir. Et du coup, c'est lui qui a dit, non mais en fait, la machine de Turing, c'est le top de ce qu'on peut faire. Et c'est équivalent à ce que moi j'ai essayé de dépasser en faisant mon lambda calcul. En fait, ça fait la même chose. Okay. Donc, la thèse de Church-Turing, c'est que les fonctions, donc je vais l'énoncer un petit peu comme il faut, c'est que les fonctions pour lesquelles il existe une méthode de calcul effective, donc là, je fais appel à la définition inductive. Les fonctions pour lesquelles il existe une méthode de calcul effective sont exactement les fonctions calculables par une machine de Turing. Calculable par une MD. Ça revient à dire, les machines de Turing, c'est la bonne formalisation de cette notion de calcul effectif. Et ça revient à dire que quand on va montrer que les machines de Turing, il y a des trucs qui ne sont pas calculables par machine de Turing, si on accepte cette thèse, ça revient à dire qu'il y a des trucs qui ne sont pas calculables tout court, qui ne sont pas calculables par une méthode de calcul effective. Si vous les calculez, il faut que ce ne soit pas vraiment un calcul, c'est-à-dire pas un truc bête et méchant, il faut que ce soit un truc super puissant. Il faut que Dieu s'en mêle ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas un truc, basique. Donc, ça met quand même cette thèse, le fait qu'elle soit énoncée comme ça, par les grands noms, ça met quand même du sel à montrer ce truc-là. Ça veut dire que ce truc-là, en fait, est un peu plus absolu que ce qu'il a l'air. Cette thèse dit qu'en fait, il est absolu. C'est une thèse. Pas un truc qu'on peut démontrer. OK. Ensuite, c'est quelle heure il est? Ah, ça va. Du coup, petit préliminaire. On va devenir un peu plus concret. Et là, maintenant, je vais passer de... Je vais d'abord définir un peu mieux ce qu'on voudrait calculer. Et ensuite, je vais passer à dire pourquoi calculer, on peut le réduire à décider. Okay. Donc, préliminaire. Préliminaire à ce cours sur la calculabilité. Donc là, c'était l'introduction. Maintenant, on passe au préliminaire technique. Question, c'est que veut-on calculer? D'abord, ça ressemble à quoi ce qu'on voudrait calculer? Donc, nous, que veut-on calculer? Tout. Mais tout, c'est quoi? C'est toutes les fonctions possibles. Les fonctions f qui vont d'un domaine
de départ, d'un ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée, et qui, à un élément de cet ensemble de départ, associe un élément au plus 1, exactement 1, ça n'a pas d'importance, dans l'ensemble d'arrivée. Pourquoi au plus 1 ou exactement 1, ça n'a pas d'importance? Donc là, je suis en train de parler de la différence entre est-ce que c'est des fonctions ou des applications que je veux calculer. Les fonctions, c'est plus général que les applications. Les applications, elles associent une image à tout le monde. Pourquoi ça n'a pas d'importance? Parce que si je veux passer des fonctions aux applications, il suffit que je rajoute 3 dans l'ensemble d'arrivée. Le symbole particulier pour dire que c'est pas fini. Donc, si vous voulez passer des fonctions aux applications, vous allez faire vous autoriser à rajouter ça dans l'ensemble d'arrivée, et ça veut dire que ce n'est pas défini. Donc, si vous avez une fonction qui, pour certains trucs, n'associe pas d'image, maintenant vous décidez que pour les trucs où elle n'associe rien, c'est ça, et ça ne devient plus une fonction, ça devient une application de D dans A union bottom. Ce symbole, j'ai appelé bottom. Bref, du coup, sur une fonction d'application, je l'en moque. Donc, moi, je vais dire, un truc général, une fonction. Donc, je veux calculer des fonctions d'un ensemble de départ dans un ensemble d'arrivée. Exemple d'une fonction, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, la fonction carré. D'accord, qu'on soit bien d'accord, la fonction carré, elle va de n dans n, et à 1, elle associe 1, à 2, elle associe 4, à 3, elle associe 9, etc. OK? Donc, moi, je vais calculer n'importe quelle fonction que vous pouvez imaginer, de n'importe quoi dans n'importe quoi. Vous croyez vraiment que je vais essayer de calculer des trucs de n'importe quoi dans n'importe quoi? Vous me prenez vraiment pour n'importe qui. Ah, il y a une petite limite que malheureusement on est obligé de mettre de suite. Ça ne devrait pas vous embêter vraiment, je pense. C'est que quand même, moi, les trucs de l'ensemble de départ et les trucs d'ensemble d'arrivée, je vais être capable de les décrire. Je vais être capable de dire c'est qui l'élément dans l'ensemble de départ, c'est qui l'élément dans l'ensemble d'arrivée. Et pour ça, je parle que de choses que je peux décrire de façon... Ça commence par un F, et je l'ai dit 250 fois depuis que j'ai commencé à vous parler dans le cours. Quel est le mot le plus dit qui commence par un F? Fini. Okay. Je veux un truc que les éléments de l'ensemble de départ aient une description finie, et que les éléments de l'ensemble d'arrivée aient une description finie. Je ne veux pas calculer un truc hors. OK. Donc, petite restriction que je dois mettre de suite, c'est de dire ça codable en espace fini. Donc, espace fini, qu'est-ce que ça va dire pour moi? Je ne vais pas dire comme ça. Codable sur un alphabet fini. C'est ça le truc le plus général que j'imagine dans ma tête. Je vous dis, si l'alphabet est fini, je ne comprends même pas comment on peut se mettre d'accord sur un alphabet fini. Et ça aussi, je veux que ce soit codable sur un alphabet fini. Donc, si je reformule, moi, ce que je voudrais calculer, c'est des fonctions de sigma 1 étoile. Vous vous rappelez ce que ça veut dire étoile pour les alphabets? Si sigma c'est un alphabet, sigma étoile c'est l'ensemble des mots finis sur cet alphabet. Des mots finis, longueur finie. Donc moi ce que je vais calculer c'est n'importe quelle fonction de sigma 1 étoile dans sigma 2 étoile avec sigma 1, sigma 2 des alphabets finis.
Et moi, ça serait ça mon grade. Je voudrais savoir, parmi toutes les fonctions des mots finis sur un alphabet fini vers des mots finis sur un autre alphabet fini, toutes celles-là, je voudrais les calculer. Okay. Et la façon dont on les pense, c'est vraiment la façon informatique du terme. C'est-à-dire qu'en informatique, les fonctions, c'est quoi? Pour nous, dans la suite, qu'est-ce que c'est une fonction? Qu'est-ce que c'est une fonction pour l'informatique? C'est pas ça. Ça, c'est pour un matheux, ça. Vous voyez, je ne sais pas, je vous parle encore un peu les mêmes. Plus pour longtemps. Qu'est-ce que c'est une fonction pour un informaticien? Non, parce que ça, c'est la méthode pour calculer la fonction, la suite d'instructions. Là, je ne veux même pas parler de la méthode encore. Je veux parler de vraiment ce que c'est la fonction elle-même. Lui, il ne voit pas ça avec l'histoire de domaine, d'arrivée, des ensembles d'un côté, d'ensemble de l'autre. Donc, cet ensemble, il ne sait même pas ce que c'est l'informaticien. Oui, mais je voudrais. Oui. Mais de façon vraiment encore plus abstraite. Sans parler de autres logiciels qui appliquent la méthode, mais tu ne vas pas dire que c'est la méthode, de toute façon. Ça, c'est pas comme ça qu'on tourne. Pour un informaticien, une fonction, c'est comme les superwares. Pour lui, c'est une boîte. L'informaticien, une fonction, c'est une boîte. Une boîte sur laquelle il prend des entrées. Il y a un sens à la flèche, une boîte avec des flèches avec un sens. Il y a le sens qu'on met à manger dans la boîte, c'est les entrées, et la boîte, elle crache des trucs en sortie. Okay. C'est ça, une fonction pour l'informaticien. Il ne veut pas trop savoir ce qu'il y a dans la boîte. La plupart du temps, il préfère ne pas savoir ce qu'il y a dans la boîte. Ce qu'il y a dans la boîte, c'est la méthode. C'est le programme. Et lui, il ne veut pas lire le programme parce que c'est compliqué. Il veut juste savoir ce qu'on lui donne. Et ce qu'elle sort, il dépend de l'entrée. Comment ce qui sort dépend de l'entrée. Et d'ailleurs, l'informaticien, vraiment, en général, qu'est-ce qu'il met là-dessus? Il met des prérequis. Il ne peut pas donner n'importe quoi en entrée à la boîte. Et il met des post-conditions. C'est-à-dire, justement, ces post-conditions, c'est ce qui définit ce qu'elle fait la boîte. Quand on respecte les prérequis en entrée, qu'est-ce qu'elle donne la boîte en sortie? Ça, c'est les post-conditions. Ça, c'est typiquement ce qui est formalisé dans les livres de TNUT, dans la formalisation de l'informatique, de la programmation. C'est aussi ce que vous trouvez par exemple, dans les cours. Je me rappelle, une fois, j'avais trouvé en ligne le cours d'introduction à l'informatique. Donc, le cours, ça doit s'appeler Computer Science 101, comme ils disaient les Américains. 101, c'est le 1.01, c'est-à-dire c'est le premier cours de Computer Science à l'université. C'est donné par un grand ponte de la programmation. Et le premier truc qu'il dit, il écrit Computer Science au tableau, et ils disent, OK, ce cours 101 Computer Science, ça ne parle pas du tout de computer. Il barre computer. Et il dit, c'est tout, ce que je vais vous parler, c'est tout à peu près chaque une science. Il barre science. Ça pose la définition de ce que c'est computer science, et ça montre qu'il y a un petit problème. Et qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est quoi son angle d'approche? C'est ça. C'est-à-dire, nous, on va partir de ça. Pour moi, la computer science, c'est vous avez des boîtes qui vous mettez des trucs en entrée avec certains prérequis, et vous sortez des trucs en sortie avec un. Donc, moi, c'est ça la vision que je vais adopter, et ça veut dire que ce que je fais, c'est la différence entre le calcul et en plus, je fais la différence entre le calcul et la méthode de calcul. En plus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la méthode de calcul, c'est l'algorithme, la description de l'algorithme qu'on met dans la boîte, pour calculer ce que fait la boîte, et le calcul, c'est l'exécution.
Donc, la méthode, c'est l'algorithme. Si vous préférez le programme. Et le calcul, c'est l'exécution de l'algorithme ou du programme. L'exécution particulière sur une instance. L'entrée, c'est l'instance. OK. Donc, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est une méthode de calcul effective pour toutes les fonctions, pour tous les S de sigma 1 étoile dans sigma 2 étoile. Et c'est ça que je veux, c'est ça que je veux dire quand je veux dire qu'est-ce qu'on peut calculer. La réponse c'est tout, si vous pouvez calculer toutes les fonctions de sigma 1 étoile dans sigma 2 étoile. Là, je suis content, c'est ça que j'appelle tout calcul. Et donc le cadre pour moi c'est ça, c'est un alpha défini d'un côté, au départ, un alpha défini à l'arrivée, je veux calculer n'importe quelle association entre les mots dans l'ensemble de départ et les mots dans l'ensemble de sortie. OK. Et j'ai deux exigences sur la méthode de calcul. Je dis elle est effective. Les deux exigences, c'est quoi? C'est que la méthode que je vais utiliser, elle est effective, comme j'ai dit. Et effective, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on a raconté avant. J'ai mis défini entre guillemets parce que justement, on n'a pas vraiment défini. On a dit ça doit être que des opérations élémentaires, bêtes, mécaniques. Mais il y a une deuxième exigence. Je pense qu'en réalité, elle fait partie de ce qu'on appelle effectif. Mais moi, je la sépare, je la sors un petit peu pour bien la faire voir. C'est quoi la deuxième exigence? Je vous ai parlé de ça quand je vous ai dit qu'est-ce qu'on attend d'un algo, qu'est-ce qu'on montre pour un algo. Première chose qu'on montre, avant de parler de sa complexité, avant même de parler de sa validité, ouais, comment? C'est qui termine. Ouais. Donc, ce que je veux, c'est une méthode effective au sens que des opérations élémentaires, mais aussi qui termine toujours en un nombre fini d'étapes. Qui termine toujours, ça veut dire terminer, ça veut dire en un nombre fini d'étapes. Termine toujours en un nombre fini d'étapes. OK. Voilà. Donc, c'est ça le cadre. C'est ça le cadre. Et ce qui est décevant, c'est que je ne vais pas du tout vous parler de ça. Là, je voudrais prendre juste le temps de vous expliquer pourquoi ce n'est pas grave et ce n'est pas décevant en fait. Donc le cadre, c'est ça. On peut calculer n'importe quoi de sigma étoile dans sigma étoile, sigma étoile dans sigma 2 étoile, et il se trouve que toute la théorie, elle n'est pas du tout formée avec les fonctions de sigma étoile dans sigma 2 étoile. Toute la théorie, elle est formée des fonctions de un alpha défini vers oui, non. Donc, je mets le petit problème, le truc décevant, en fait, d'abord, ce n'est pas vraiment un problème, c'est que toute la théorie qu'on va faire ensemble et qui a été construite en informatique théorique, toute la théorie est construite avec
une sous-partie ridicule des fonctions, et construite avec les fonctions non pas de sigma étoile dans sigma 2 étoile, mais de sigma étoile, ça fait sigma 1 si vous voulez, dans oui, non, dans un ensemble à deux éléments, oui, non, ou 0, 1. Okay? Et ça, c'est ce que j'appelle calculer, ça, c'est ce que j'appelle décider. Et en fait, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que dans le titre, à chaque fois, je dis incalculable ou indécidable, c'est pareil. C'est parce qu'en fait, parler de toutes les fonctions au sens large qui est écrit là, ou parler de toutes les fonctions de décision, qui disent juste oui ou non, qui ont des résultats très formatés comme ça. Ce n'est pas un nombre, le résultat, c'est juste oui ou non. Eh bien, c'est la même chose. Donc ça, j'ai mis, c'est ultra décevant, non? Donc là, je vais essayer de vous montrer pourquoi il ne faut pas être déçu de ça, parce que sinon, ça ne va pas vous donner envie d'écouter la suite. Déjà que vous n'arrêtez pas de ruminer les fonctions dénombrables, les ensembles dénombrables, parce que j'ai bien senti que ça vous avait agacé à la fin. Il ne faudrait pas qu'on parte sur un mauvais pied sur ce nouveau chapitre. Donc, pas sur une déception. Ça paraît pas décevant, mais en fait, ça l'est pas. Pourquoi? Parce que savoir calculer une fonction définie de façon générale comme ça, ou savoir calculer une fonction de décision, en réalité, c'est la même chose. Je vais vous montrer que pour un f qui va de... Allez, je vais simplifier, je vais prendre le même alphabet en entrée et en sortie. Ça vous va? Je fais encore une restriction ou quoi? Ça m'embête de très mal tout le temps sigma 1 et sigma 2. Maintenant, je veux dire, c'est le même alphabet dans l'entrée et dans la sortie. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous dérange? Parce que vous dites, ah là, ça y est, il vient de passer sous le tapis une nouvelle restriction. Il nous a fait croire qu'il allait calculer de sigma 1 étoile dans sigma 2 étoile, un cadre bien général, et bim, il reste. En fait, l'ensemble d'arrivée, c'est le même que l'ensemble de départ. C'est vraiment une restriction? Pourquoi c'est pas une restriction? Non, je réponds sur la psychologie. Je sens bien que je veux vous faire dire. C'est pas une restriction. Oui. Il y en a un des deux ici, dans des étoiles qui sont. Et prends celui-là et oui, peut-être, mais plus facile. Je peux prendre, si vraiment j'en ai deux, rien ne m'empêche de prendre sigma égale sigma 1 union sigma 2. Okay, de toute façon, moi, je m'autorise à calculer des fonctions. Donc, des trucs qui ne sont pas définis partout. Donc, par exemple, sur toutes les entrées qui contiennent des lettres de sigma 2, ben, ça ne sera pas défini. Et du coup, je me ramène bien à un seul alphabet qui englobe à la fois l'alphabet de départ et l'alphabet d'arrivée. Donc, ce n'est pas du tout une restriction. Si vous avez calculé sur sigma 1, de sigma 1 étoile fini, sigma 1 fini vers sigma 2 fini étoile, ben vous avez qu'à prendre sigma égale sigma 1 union sigma 2, c'est aussi fini. Et votre fonction, du coup, elle peut être vue comme une fonction de sigma étoile dans sigma étoile. Qui n'associe des trucs que au mot de sigma étoile qui appartiennent aussi à sigma 1 étoile. Et qui recrache toujours quelque chose qui est dans sigma étoile, mais qui en fait est aussi dans sigma 2 étoile. Donc, ce n'est pas une restriction. Donc, ça, avoir l'égalité de l'ensemble de départ et de l'arrivée, ce n'est pas une restriction. Égalité de D égale sigma 1 étoile et A égale sigma 2 étoile n'est pas une restriction. N'est pas une restriction. À cause de ça. Je peux toujours prendre l'union des deux si je veux. OK. Donc, je suis avec mes fonctions de sigma étoile dans sigma étoile. Je vais vous montrer qu'en fait, pour une fonction de sigma étoile dans sigma étoile, je peux construire, je peux définir f' de sigma étoile dans oui, non,
telle que f' est calculable par une méthode de calcul effective si et seulement si f elle-même est calculable par une méthode de calcul effective. Okay. Je vais me ramener à dire que calculer toutes les fonctions de sigma étoile dans sigma étoile, c'est pareil que calculer toutes les fonctions de sigma étoile dans Winon. Parce que, étant donné une fonction très générale, je peux toujours en trouver une très particulière, telle que la très générale est calculable de façon effective, si et seulement si la très particulière est calculable. Il ne nous reste plus qu'à définir la clé. Donc, j'ai mon f, la x qui correspond à f de x, et je vais vous définir la clé de la façon suivante. Ouais. Je vais changer un peu l'alphabet. Je vais garder un alphabet fini. Je vais rajouter une lettre dans l'alphabet. Donc en fait, ici, c'est pas. J'ai pris une fonction calculable. Alors, c'est pas sigma, c'est pas le même, on s'en fout que ce soit le même. Ce qui compte, c'est qu'il y a un sigma fini. Donc, je vais l'appeler sigma tilde. Okay. Donc, une fonction de sigma étoile en sigma étoile est calculable avec sigma un alphabet fini si et seulement si une autre fonction d'un autre alphabet fini étoile dans Winon est calculable. Ça suffit pour prendre mon compte. Et donc là, mon sigma tilde, je le prends égal à sigma union chat. Donc je vais vous faire une fonction de ça étoile dans Winon. Je définis de la façon suivante. À x, elle fait correspondre bien sûr f' de x. Et f' de x, c'est quoi? C'est soit oui, soit non. C'est soit oui, soit non. Et c'est oui si mon nom x, oui, si x est égal à W1 k W2 avec W1 dans sigma étoile, l'alphabet de départ de ma fonction f, et W2 dans sigma étoile, et W2 égale à f de W1. Et c'est non sinon. Donc voilà comment je définis ma fonction de décision. Ma fonction de décision, elle dit oui si son entrée, ça s'écrit que des lettres de sigma, chat, que des lettres de sigma, de telle façon que la deuxième partie, c'est l'image de la première partie par f. Okay, c'est clair, c'est bien défini de façon unique. Donc ça veut dire que, en particulier, si ce n'est pas à ce format-là, je réponds non. S'il y a par exemple deux chats, ou s'il n'y a aucun chat, je réponds non. Okay. S'il y a exactement un chat, je prends tout ce qu'il y a avant, je prends tout ce qu'il y a après, je regarde si ce qu'il y a après, ça ne serait pas l'image de ce qu'il y a avant par f. C'est ça ma définition de je réponds. Dans tous les autres cas, je réponds.
On laisse à cet après-midi de montrer que f est calculable si et seulement si f' est calculable. On repartira sur ça cet après-midi. Et une fois qu'on aura fait ça, on ira sur la théorie des fonctions décidables. On ne parlera plus que des fonctions de sigma étoile dans oui, non. Et là-dessus, on définira les machines de Turing. Okay. Et voilà. Et maintenant, on a de nouveau un connecté. Donc, du coup, voilà, je reprends dans 1 heure, Salah Eddin. Je reprends à 13h15.